comment est-ce qu'on peut se libérer justement de cette culpabilité ou de cette... Vous savez, bon, moi j'ai vu dans des écoles aussi, il y a le fait vous avez des enfants qui viennent de la campagne, qui se retrouvent dans la ville, le choc de la modernité, c'est aussi, ça crée beaucoup d'angoisse. Et comment est-ce qu'on permet justement à l'enfant d'exprimer ses émotions, comment est-ce qu'on lui permet de se libérer de ses émotions pour pouvoir être lui-même. Et donc tout ça c'est des programmes que les manuels scolaires ne nous apprennent pas. Et ça, c'est tout un processus qui doit nous accompagner dans la vie pour justement nous éveiller aux valeurs humaines qui sont encore une fois l'enthousiasme, la confiance, la foi, l'engagement. Et donc, c'est pas seulement la responsabilité de l'enfant, c'est la responsabilité des parents, la responsabilité de l'éducateur, la responsabilité, disons, de tout ce qui est de toute notre société. La notion de partie prenante, qui sont la famille, l'école, etc. Et c'est Moulabed dit à l'instant, clairement, il dit effectivement, on n'a pas vocation à. Mais est-ce que quelque part, à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit Injaz ou d'autres associations, ou l'exemple de Sebrada tout à l'heure, ne sont pas en train de récupérer le retard, en fait, l'absence d'efficacité en tout cas du système éducatif? La question, et là je parlerai aussi bien à la d'entreprise qu'à la politique, c'est nous avons un déficit tellement abyssal qu'aujourd'hui, des initiatives comme celle-ci, il faudrait y en avoir des milliers et des milliers et des milliers. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a les moyens de financer ça? Et est-ce qu'on doit redonner un nouveau rôle à l'école? Parce que déjà qu'ils n'ont pas tous les moyens de faire ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense, honnêtement, que ce n'est pas question de moyens, c'est question de volonté et de courage politique. Parce que tous ces programmes-là, que ce soit donc INJAS, que ce soit EFE, que ce soit les incubateurs, et j'aimerais bien en dire un mot par rapport aux incubateurs féminins, c'est important. Et donc il faut dupliquer ça, et je pense qu'on arrive toujours à trouver de l'argent quand nous avons des projets qui sont valables, qui sont justifiés. Et nous avons, je dirais, des aides internationaux un peu de partout. Donc c'est vraiment pas question d'argent. C'est plus que question de courage politique et justement, comme disait tout à l'heure Sebarada, et de gouvernance, parce qu'une bonne gouvernance économique ne peut se faire s'il n'y a pas une bonne gouvernance politique. Et malheureusement, vous le savez très bien que depuis 2007, nous sommes gouvernés par je dirais, un gouvernement formé de 6 partis politiques, avec 5% uniquement élus, donc aucun programme. Et donc, c'est un gouvernement qui n'a de compte à rendre à personne. C'est pour ça qu'on salue. Et je dirais, le discours de Sa Majesté nous a donné des ailes, parce qu'en fait, la politique a maintenant un sens. Et les politiciens pourront venir justement pour dire voilà notre programme, et à la fin de leur mandat, les gens pourront justement soit les applaudir, soit les éliminer. Donc je pense que c'est important. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est en arabe, c'est kanraqa'u en attendant le futur. On ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que chaque association se démunit. Et là, justement, je prends, si vous permettez, l'exemple de la FEM. Nous avons quand même créé un incubateur en juin 2006. C'est une petite association. Je veux dire, il n'y a pas de soutien d'État, il n'y a pas, et nous en sommes quand même actuellement à plus de 50 entreprises créées et qui tournent, c'est-à-dire qui ont fait 2 ans. Parce que pour moi, une petite entreprise, après 2 ans, je peux dire que c'est bon. Mais ça s'est fait, je veux dire, ça s'est fait sur le temps de nous, des gens, des bénévoles, des chefs d'entreprise. Ça s'est fait sur le fait que moi, en tant qu'entrepreneur, je donne la priorité à une femme qui vient de créer son entreprise. Je lui passe des contrats, pourrait me dire, à rapport qualité-prix égal, je donne la priorité à cette femme. Donc ça se fait d'une manière, je dirais, sociale. Et pour moi, c'est ça la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça va au-delà de... Je dirais, on parle de RSE au niveau de la CGM, c'est payer ses impôts, etc. Pour moi, ça doit aller au-delà. Mais au-delà, en attendant d'avoir une bonne gouvernance politique. Sebrada, moi je voudrais revenir. C'est vous qui avez donné le chiffre, donc moi je ne fais pas de crime de lèse-majesté, vous avez pas de 45 ans d'expérience. Comment se fait-il que ce que font des gens comme CFBED, comme d'autres associations, on n'arrive pas à le faire au niveau institutionnel? Comment on arrive à créer, entre guillemets, deux potentiels, 2 talents comme ça, et que dans le système, on n'arrive pas à le faire, et pourtant on a un budget qui est quand même énorme? Question. Moi, je pense que ce que je disais tout à l'heure, d'après mon expérience, c'est essentiel. C'est que depuis l'indépendance, on gère le pays de manière segmentée, de manière sectorielle, et on ne voit pas les liens entre les choses. Je suis professeur depuis 45 ans, j'appelle des anciens étudiants, et Dieu sait qui en a, pour leur demander de venir parler avec les étudiants, de venir les former.
nos universités ont formé des étudiants qui ont aujourd'hui des fonctions importantes et ainsi de suite. Mais une fois qu'ils quittent l'université, ils se détachent complètement. Le problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'intégration entre le monde universitaire et le monde environnant, qu'il soit politique, économique, social et ainsi de suite. Et ça affaiblit l'ensemble, comme je le disais tout à l'heure. Pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, la pensée complexe. Ce sont les liens qui font la richesse. C'est les débats qui font la richesse. C'est par la différence qu'on s'enrichit. Dans l'université même, je prends la faculté de droit de Casablanca. Et il y a certains qui y étaient. Il y a le département juridique, économique, Sciences Po, etc. Mais il n'y a même pas de lien à l'intérieur même de la même faculté. À l'intérieur de l'université, nous avons ensemble présidé des jurys de sélection des présidents d'université à Rabat. Ce que nous cherchions essentiellement, quel est ce président d'université qui va trouver des liens entre les facultés. Pourquoi ? Parce que c'est par le lien entre les disciplines que les disciplines s'enrichissent les unes les autres. Et c'est exactement le même problème qui se pose à propos de notre jeunesse. Les anciens ne viennent pas parler avec notre jeunesse. Quand je parle de cette jeunesse, c'est de 18 ans à 38 ans. Dans nos facultés, c'est de 18 ans jusqu'à 25-26 ans. Ils se sentent complètement à l'écart des transformations de la société. Et nous n'avons pas une société solidaire. Et quand on ne vient pas leur parler, parce que ce n'est pas l'argent qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est leur parler, c'est de leur donner du temps. Et c'est pour cela que je félicite Injaz, parce qu'il y a ici une 80aine de chefs d'entreprise qui donnent de leur temps. Parce que le plus important, c'est le temps qu'on leur donne, parce que ces gens-là ont besoin qu'on les écoute et ils ont besoin qu'on leur parle et qu'on voit leurs problèmes. Malheureusement, certains chefs d'entreprise envoient des chèques. On n'en a rien à foutre des chèques. Ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent à l'université, qu'ils viennent dans les écoles, qu'ils forment, qu'ils donnent leur expérience. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que des anciens, nos universités les ont formés. Une fois qu'ils les ont formés, ils les ont complètement oubliés. Moi, je suis toujours à la faculté et je viens et je les appelle, par exemple, au niveau de l'INX. Nous parlons maintenant, si vous voulez, concernant les entrepreneurs. J'ai monté un cycle des entrepreneurs atypiques pour montrer aux étudiants que ce n'est pas simplement la formation que ce soit on passe par l'ISCAE. Il peut y avoir des gens qui ont fait la recherche opérationnelle, la gestion financière, etc., mais de très mauvais chefs d'entreprise ou créateurs. Ce n'est pas ça qui est important. C'est l'épanouissement intérieur. Et malheureusement, au niveau nous sommes ensemble aussi au Conseil supérieur de l'enseignement, on pousse à la réforme de l'enseignement. Notre enseignement n'est que le reflet des transformations de la société qui est de plus en plus matérielle, qui est à la recherche de l'argent, et on forme les gens pour une philosophie de l'avoir, alors que ce qui est important, c'est l'être. Et ce qu'il faut enseigner les gens, c'est cet équilibre entre l'être et l'avoir. Ce qui est important, c'est l'épanouissement intérieur. C'est important d'avoir l'avoir aussi, parce qu'on a besoin de subsistance, on a besoin d'être logé, d'être nourri, ainsi de suite. Mais à quoi ça sert lorsqu'on ne sait pas le pourquoi on est ici? Et quand on cherche cet épanouissement intérieur, on découvre au fond de tout cela un élément essentiel qui est en train de nous faire défaut, c'est l'amour. L'amour de soi d'abord, l'amour des autres, l'amour de Dieu, si vous voulez, ainsi de suite. C'est-à-dire quelque chose qui donne un sens à notre existence sur la terre. Et la créativité, elle est liée à cela. Ça veut dire qu'au niveau de l'éducation, de l'enseignement, on enseigne des matières scientifiques. Parce que nous sommes dominés par le monde de la science, de la technique, les ingénieurs, et ainsi de suite. Mais tout ce qui est lié à la philosophie, à la poésie, à l'art, à la peinture, c'est-à-dire essentiellement créatif. Moi, quand je cherche quelqu'un à travailler dans une entreprise chez moi, je veux d'abord quelqu'un qui arrive à s'intégrer dans un groupe. C'est-à-dire qui sait ce que c'est, l'intelligence collective, à travailler en équipe. Et pourquoi ? Parce que la créativité n'est pas individuelle, elle est essentiellement collective. Et c'est ça qui est important, moi je pense, pour faire émerger des chefs d'entreprise demain par une sorte de réforme d'éducation, mais une sorte d'éducation pas uniquement au niveau de l'école. Tu as dit tout à l'heure que sur 10 élèves, 10% des élèves, c'est faux. Sur 100 enfants qui rentrent en primaire, 40 abandonnent le primaire avant de le terminer. C'est les chiffres. Et sur ces 100 qui rentrent en primaire, il n'y a que 2 qui ont un diplôme du supérieur. Voilà notre situation. Aujourd'hui, nous avons 300 000 étudiants pour 32 millions d'habitants. La Tunisie a 360 000 pour 12 millions d'habitants. Ça vous donne un chiffre du retard dans lequel nous sommes, et c'est ça qui est un élément. C'est clair. C'est Rachid.
Quand on écoute ce constat plein de passion et d'émotion, mais qui est tellement réel, est-ce que dans votre institution aujourd'hui, cette synergie est au service justement du produit fini qui permet que demain il puisse entreprendre ou pas? La deuxième question que je voulais vous poser, par rapport à ce que dit Sibrada tout à l'heure aussi, c'est quand je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit oui mais c'est pas fait pour ça, et nous on a des cours de management, mais au-delà de ça, est-ce que vous essayez de mesurer justement cette capacité créative de vos élèves ou pas? Oui, alors je voudrais préciser mon idée. D'abord, le enseignement et entrepreneuriat sont, comme dirait la chanson de Michel Mabel, sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Parce que enseigner... Tu peux nous la chanter tout de suite là ou pas? Non. Michel, bon, je peux te la chanter si tu veux. Voilà. Je chante pas bien, c'est pas grave. J'ai pardonné. Tu as tort de ne pas écouter parce que je chante bien. En effet, enseigner, c'est instruire quelqu'un, lui transmettre des connaissances, alors que l'entrepreneuriat, c'est fait référence à l'initiative, à la créativité, à la prise de risque, etc. Enseigner, avec les définitions qui en sont données, induit donc la passivité de l'apprenant. Alors que le mot éduquer me paraît plus heureux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on veut définir le mot entrepreneur ou entrepreneuriat, ça peut désigner à la fois des aptitudes comme l'autonomie, la créativité, etc., comme ça peut désigner aussi l'acte de création d'entreprise elle-même. C'est deux choses dans le terme entrepreneur. Mais la question qui se pose pour nous, responsables d'établissements de formation ou enseignants, c'est peut-on, en donnant des leçons ou en transmettant des connaissances, favoriser l'émergence d'entrepreneurs et rendre une société plus entreprenante? C'est ça la question fondamentale. En préparant cette rencontre, je suis tombé sur une interview d'Yvan Gattaz, qui est l'ancien président du patronat français, qui s'appelait le CNPF, et il disait en septembre 2009, je cite, « La création d'entreprises ne s'enseigne jamais. Cela s'impulse, se communique, c'est un élan, un enthousiasme collectif, ce ne sont pas des cours ex cathedra. » Mais Peter Drucker, qui est quand même la référence sur le thème de l'entrepreneuriat, estime pour sa part que l'esprit d'entreprise n'est ni naturel, ni spontané, c'est le fruit d'un travail constant, d'une discipline d'esprit et d'action, d'une pratique quotidienne. Cela signifie certains savoirs, certaines aptitudes et attitudes qui peuvent être enseignés, renforcés et exploités. Mais la question, pourquoi, malgré tout cela, nous n'arrivons pas à transmettre et à enseigner l'entrepreneuriat? Parce que d'abord, il faut prendre le contexte. Le contexte. Et d'abord, nous recrutons des étudiants sur des bases de performance scolaire. L'étudiant, quand il vient du lycée, il doit passer un concours. Nous lui passons un concours, nous le testons sur des connaissances. Ensuite, nous avons des programmes qui sont cloisonnés. Nous avons des programmes avec des disciplines. Ils ont le marketing, l'organisation, la stratégie. Nous n'avons pas de cours transversaux. Où sont les enseignants qui sont capables de maîtriser toutes les disciplines pour donner ces cours transversaux? Troisièmement, nous avons des enseignants qui ont toutes les qualités d'enseignement, mais qui n'ont rien à voir avec la création d'entreprises, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Pour ces trois raisons, il est très difficile d'enseigner, d'arriver à enseigner l'entrepreneuriat. Il est possible, à travers des actions dont on peut parler si vous voulez tout à l'heure, il est possible quand même d'approcher la question sans qu'il y ait de liaison de cause à effet entre ce qu'on va faire et ce qu'on va obtenir comme résultat. Merci, c'est Rachid. Tu voulais intervenir tout à l'heure quand Sibrada a parlé au niveau de l'être et de l'avoir, je te voyais cligner des yeux comme ça. Voilà. Non, bon, c'était seulement... On a parlé d'estime de soi, on a parlé d'amour. Bon, comment on peut aimer l'autre ou créer le lien avec l'autre si on n'a pas l'amour de soi, c'est-à-dire l'estime de soi? C'était un peu lié par rapport à ce qui a été dit. Il y avait un point, c'est que moi j'avais préparé un... en fait, je fais partie du company programme, et en fait j'ai enseigné pendant 2 cours, et à un moment donné je sentais qu'il n'y avait plus d'énergie dans le groupe, et quelque part j'avais cherché à imposer une idée qui n'est pas émergée d'une personne mais qui ne faisait pas l'unanimité dans le groupe, et finalement l'énergie est tombée et j'ai fait